Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, et oui, aujourd'hui on va parler d'un sujet un petit peu exceptionnel. Pourquoi? Eh bien parce que l'histoire est tellement folle que j'avais envie de vous en parler. Aujourd'hui nous allons nous intéresser à l'histoire des reclus de Montflanquin, autrement dit comment un homme a pu extorquer près de 5 millions d'euros à toute une famille en l'espace de 10 ans. Il faut remonter en 1997 quand un homme va faire son apparition dans la vie de toute une famille, et cet homme s'appelle Thierry Tilly. Je vous en parlerai tout au long de la vidéo et je vais pas vous faire son portrait tout de suite. Et la famille dont je vous parle, c'est la famille de Védrine, qui est une famille d'aristocrates qui ont clairement un certain patrimoine. Ils ont notamment un château. Alors même si pour certains c'est peut-être pas exceptionnel, ça reste quand même quelque chose à noter, et surtout que c'est un élément clé de l'histoire. Tout va débuter avec Ghislaine de Védrine, qui est elle à la tête d'une école de secrétariat à Paris. Elle recherche une nouvelle société de nettoyage et plusieurs personnes vont lui conseiller un homme nommé Thierry Tilly, qui lui est à la tête de cette même entreprise. Elle va donc l'embaucher comme prestataire, mais très vite cet homme qui n'est non pas qu'un prestataire va devenir un ami. Je lui en avais probablement trop dit sur moi, et il a joué. Il s'est engouffré là-dedans, il a joué, et ça a été fini. Il est devenu indispensable dans toutes mes décisions. Plus le temps passe et plus cet homme devient important dans la vie de Ghislaine. En 1999 notamment, c'est là qu'il va être nommé officiellement comme étant le bras droit de Ghislaine et va être présenté à ses frères et sœurs. Des présentations certainement très agréables étant donné qu'il va écouter tout le monde se confier à lui au fil des années. Il va se présenter comme étant un gestionnaire de patrimoine en plus du reste, et par conséquent on va entendre un petit peu toute la famille, simplement expliquer leur placement, leur dire où est-ce qu'ils ont fait des erreurs, leur dire écoute là je sais pas trop si je dois investir ou pas, et commencer à conseiller tout le monde. Jusque là c'est une personne, une rencontre que tout le monde pourrait plus ou moins faire, rien de plus qu'un ami qui écoute et donne conseil, ce qui est à peu près logique. Sauf que ça va commencer à déraper quand il va avouer être finalement un agent secret qui est ici pour les protéger. Son but à lui au sein de la famille est de les protéger d'un complot de francs-maçons notamment envers eux. Mais d'autres institutions leur en voudraient également. Il explique également que le fisc, donc l'administration fiscale française, en a aussi après eux. Il est donc de toute urgence de se retirer de plein de complots et d'essayer de les protéger. C'est ce qui va permettre en 2001 à Thierry Tilly une manipulation mentale lui permettant d'isoler près de 11 personnes dans une seule et même maison. Clairement, à ce stade, il a déjà la main prise sur leur esprit. Pour bien comprendre la suite de l'histoire et comprendre comment est-ce qu'il a pu manipuler tout le monde, il faut faire un rapide état des lieux de la situation familiale. Nous avons tout d'abord la matriarche qui, elle, a 3 enfants, 2 fils et une fille. Cette fameuse fille dont on va parler, c'est Ghislaine. Et les 2 fils, eux, du coup, auront leur conjointe et leurs enfants avec eux. C'est comme ça qu'on arrive à avoir 11 personnes d'enfermées. Mais une personne est réfractaire à tout ça. Une personne se pose des questions et commence à prendre du recul. Il s'agit du mari de Ghislaine. Elle s'est mariée avec un journaliste économique qui lui voit d'un très mauvais œil l'arrivée de Thierry Tilly et surtout l'isolement qu'il veut imposer à tout le monde. Cet homme-là, lui, va passer pratiquement 10 ans sans sa femme. Il sera éloigné d'elle et ne pourra pas spécialement la voir. Thierry aura vraiment resserré les mailles du filet étant donné qu'il a des doutes sur qui il peut être. Il ne veut absolument pas que cette personne commence à interférer avec son plan. Toutes les personnes de la famille vont quitter respectivement travail, études ou voire même domicile secondaire. Tout ça dans le but de rejoindre le château familial. La famille est persuadée d'être dans un complot, notamment par le fisc, rappelez-vous, je viens de vous en parler. Et ça va amener Thierry à le persuader de ne plus payer leurs impôts. Ce qui va donc amener le fisc, tout naturellement et tout normalement, c'est leur rôle, à venir récupérer leur dû. Ils vont donc réaliser une saisie des meubles du château familial, les obligeant du coup à quitter ce même château qui va devoir être vendu et bradé. À ce moment précis, Thierry va donc récupérer de l'argent, on s'en doute, c'est l'un des moyens pour lui de récupérer une partie du patrimoine de cette famille. Sans le château familial, ils vont tous se réfugier chez le frère aîné où tout ça va continuer. Ils vont même décrire vivre des journées qu'on appelle volets clos, c'est-à-dire que Thierry leur impose de fermer les volets, de ne répondre à aucune sollicitation, ni appel, ni même sonnette ou autre, et de vivre réellement comme si d'ailleurs ils ne vivaient pas là, en fait, tout simplement. On peut imaginer beaucoup de choses, potentiellement qu'il essaie de faire croire qu'ils sont partis en vacances, ou partis se balader, ou autre, auprès des autres voisins et amis, de manière à faire croire à une vie tout à fait classique. Ce qui paraît encore plus fou et que je ne vous ai pas encore dit, c'est que cet homme n'est même pas en France au moment où il manipule tout le monde. À partir de 2001, il part et il s'exile à Oxford. Pourquoi? Eh bien parce qu'il a coulé plusieurs entreprises et qu'il sera jugé coupable de plusieurs choses auprès du tribunal. Ils vont même d'ailleurs le déclarer comme étant dans l'incapacité de gérer une entreprise. Et c'est juste au moment de son départ qu'ils ont plus que jamais sous son emprise. Thierry a tellement bien monté la manipulation qu'il l'appelle tous les jours, ou alors il s'envoie des mails, des fax, et ils doivent même lui faire des comptes rendus, chacun sans jamais en parler les uns les autres, pour pouvoir lui remonter des informations, ou alors des conflits ou des clivages qu'il y aurait pu y avoir la journée passée. Vous l'aurez compris, il est plus que présent dans la vie de la famille alors qu'il n'est même pas là physiquement. Il est au courant de chaque tension, chaque mot qui peut se dire, positivement comme négativement.
ce qui lui permet bien entendu de pouvoir continuer à manipuler tout le monde dans le plus grand des calmes. On peut très certainement déjà dire que tout le monde a subi une sorte de lavage de cerveau, réussi avant même qu'il arrive à partir, de manière à pouvoir contrôler tout le monde. À ce moment-là, on peut peut-être également dire aussi qu'il est millionnaire par procuration. Ils suivent toutes ces instructions, que ce soit des placements financiers ou concernant la vente de certains de leurs patrimoines, ou encore simplement des activités ou des faits et gestes qu'ils doivent faire. Ce n'est pas seulement un bourreau qui les enferme, il n'est pas là à garder une clé précieusement pour pouvoir les contenir enfermés quelque part. Non, il va aussi les envoyer dans d'autres pays, par exemple pour passer un week-end, ou alors pour faire un stage, ou pour faire des études ou autre, tout en revenant toujours dans la maison de la famille pour pouvoir continuer d'être vraiment enfermés. Ce qui est fou, c'est comment des personnes de cette famille-là partent justement pour aller voyager un petit peu, pour passer un week-end ailleurs, ils ne sont pas pour autant en contact avec beaucoup de gens, et ils n'en parlent pas non plus de cette situation-là. Pour eux, tout se passe normalement, ils sont juste en train de suivre les conseils d'un ami. Déjà, l'histoire, elle est complètement folle, ne serait-ce qu'en termes de psychologie ou de sociologie, mais ça ne s'arrête clairement pas ici. En 2008, l'histoire va prendre un tournant clairement dramatique. Christine, l'une des épouses des 2 fils de la matriarche, va avoir des rumeurs à son sujet. Des rumeurs qui vont pousser toute la famille à la maltraiter. Il va réussir à réunir toute la famille à Oxford, où il va expliquer que cette fameuse Christine aurait les clés d'une sorte de patrimoine encore inconnu, ou en tout cas caché ou secret, d'une des plus grandes familles de France, c'est-à-dire l'une des plus grandes fortunes de cette planète d'après lui. Il va me mettre en accusation et il va même finir, après des menaces très violentes, des coups aussi, il va me frapper. Je n'ai pas le droit non plus d'aller aux toilettes. Donc très vite, moi je vais m'arrêter de m'alimenter. Il va donc y avoir des tortures sur cette femme. Elle sera violentée et en plus de ça, elle sera attachée à un endroit bien précis. Elle restera plusieurs jours assise dans le noir, complètement coupée de toute communication ou de toute sensation de jour ou de nuit. Sans parler du fait qu'elle est très mal nourrie, voire pas. Pour se débarrasser de tout ça, elle finira par donner une sorte de série de chiffres qui pourrait composer notamment le numéro d'un compte bancaire, même si ça n'en est pas un. Mais en 2009, l'une des relations de Christine va réussir à la faire rapatrier en France d'urgence de manière secrète. Voilà, enfin, on va enfin pouvoir voir le bout de cette histoire et la fin de toute cette torture. Il faut savoir que le mari de Ghislaine, qui lui du coup n'a pas vu sa femme depuis 10 ans, en France il a essayé d'entreprendre des démarches, il a essayé de porter plainte, d'essayer de faire en sorte que la police aille voir directement cette famille et simplement les rendre de nouveau libres. Sauf que quand la police les interroge, finalement ils se retrouvent face à un mur, face à des personnes qui leur disent que tout va bien et qui ne sont contrôlées par personne. La justice ne peut donc rien faire jusqu'à la plainte déposée par Christine en 2009, où alors là la police va commencer à rentrer en action et pouvoir libérer cette famille du joug de ce manipulateur. En 2009 il sera attrapé alors qu'il essaie d'aller en Suisse, certainement pour fuir certaines choses, on sait pas vraiment. En tout cas, la justice française peut enfin faire son travail, et en 2013, les sentences du jugement tombent, il est condamné à 10 ans de prison, notamment pour tout l'argent qu'il a pu leur voler et la manipulation qu'il a pu faire sur eux. Aujourd'hui, on pourrait évaluer le fait qu'il ait volé près de 5 millions d'euros, sauf qu'on ne retrouve pas du tout autant d'argent sur ses comptes à lui, ou alors de dilapider. On sait donc pas ce qu'il a pu faire de tout cet argent. Ce qui est sûr par contre, c'est qu'il laisse derrière lui une famille orpheline de beaucoup des biens qui lui étaient chers, notamment ce fameux château, qu'ils vont essayer de récupérer en justice. Mais la justice va trancher, le château ne pourra pas être récupéré, par contre certaines dépendances vont être redonnées à la famille, expliquant que les ventes pouvaient être frauduleuses dues aux manipulations de ce fameux Thierry Tilly. Concernant la vente de tous ces biens, il y a tout un tas d'enquêtes autour de ça, il y aurait beaucoup de détails à vous donner, mais ça c'est le travail d'un enquêteur, par conséquent je rentre pas trop à l'intérieur de toute cette histoire de vente. Mais il y a beaucoup de choses un petit peu suspectes, bien entendu. Aujourd'hui, 10 ans de vie ont été volés à cette famille, volés par ce manipulateur, mythomane de plus, qui aura fait vivre pendant plusieurs années sa famille avec l'argent des De Védrines. Cette histoire me laisse encore sous le choc de voir ce que cet homme a pu faire. Clairement, c'est l'une des plus grandes noirceurs de l'espèce humaine. J'identifie pas spécialement la noirceur à cet homme-là, mais c'est juste que le potentiel de manipulation qu'un humain peut avoir sur d'autres, le fait qu'il ait réussi à mettre en place tout un climat de confiance pour pouvoir mieux les manipuler derrière, tout ça, ça me débecte, et en même temps, je me rends compte qu'on peut tous être susceptibles de se faire manipuler à un moment ou à un autre par quelqu'un à qui on attribue de la confiance, et clairement, ça fait peur. Donc finalement, la conclusion, c'est peut-être ça, c'est peut-être de faire attention aux gens à qui on peut prêter de la confiance, même si c'est certainement très dur à faire. Quand un homme s'immisce autant dans nos vies pendant autant d'années, forcément il a notre confiance et on peut rien faire contre, c'est normal, c'est la vie humaine qui est comme ça. Voilà, j'espère que cette histoire un petit peu particulière, qui sort un petit peu des clous de d'habitude, une sorte de vidéo un petit peu hors série, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire, j'attends de voir avec impatience si ce genre de sujet peut vous plaire ou pas. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, ciao tout le monde, bye.